Réflexion sur la détérioration du système d'enseignement public et ses répercussions dans les écoles autochtones du Québec. Depuis plusieurs années, un malaise grandissant s'installe au cœur du système d'éducation publique québécois. Ce malaise n'est pas uniquement perceptible dans les grandes villes, mais il prend une forme encore plus marquée dans les écoles autochtones, là où le tissu social, culturel et éducatif demande une attention plus délicate. Cette détérioration ne vient pas d'un seul facteur, mais d'un ensemble de décisions et d'orientations imposées d'en haut, souvent sans réelle consultation du terrain. De nouvelles stratégies éducatives, parfois inspirées de modèles étrangers, parfois créées dans les bureaux ministériels, sont régulièrement introduites dans les écoles sans qu'on tienne compte des réalités vécues dans les classes. Ces approches, censées être innovantes, reposent souvent sur des concepts théoriques éloignés de la pratique quotidienne. Le problème n'est pas l'innovation en soi, mais la manière dont ces innovations sont appliquées, sans adaptation, sans observation préalable et sans respect du rythme d'apprentissage propre à chaque milieu. Dans les écoles autochtones, cet écart entre la théorie institutionnelle et la réalité du terrain devient encore plus flagrant. Ces milieux éducatifs évoluent à un rythme différent, profondément lié à leur culture, à leur langue, à leur rapport à la communauté et à la nature. Or, les réformes éducatives imposées de manière uniforme, qu'il s'agisse de nouvelles grilles d'évaluation, de pédagogie dite active ou de structures administratives plus lourdes, ne tiennent pas compte de cette spécificité. Elles viennent souvent bousculer des équilibres fragiles déjà en place, et au lieu d'améliorer la qualité de l'enseignement, elles la déstabilisent davantage. Un autre phénomène préoccupant accompagne cette tendance, la montée d'une forme d'idéologie pédagogique qui se présente comme une vérité absolue. Des formateurs, des consultants ou des intervenants externes circulent désormais dans les écoles pour accompagner le personnel dans l'adoption de ces nouvelles approches. Dans les faits, leur présence peut parfois s'apparenter à une imposition. On ne discute plus des bienfaits ou des limites de ces pratiques, on exige qu'elles soient appliquées. Cette façon de faire, issue d'une logique bureaucratique plutôt que pédagogique, crée un sentiment de perte de repères chez les enseignants. Les éducateurs, déjà fragilisés par le manque de ressources et la complexité de leur mission, se sentent parfois dépossédés de leur jugement professionnel. Leur liberté d'adaptation, pourtant essentielle pour répondre aux besoins réels des élèves, est progressivement remplacée par une série d'obligations administratives et de directives parfois contradictoires. Cette perte de confiance et d'autonomie professionnelle contribue directement à la détérioration du climat scolaire, à la démotivation du personnel et, ultimement, à la baisse de la qualité de l'enseignement offert. Dans les communautés autochtones, où le lien humain, la transmission orale et la continuité culturelle sont au cœur de l'éducation, ces changements rapides provoquent un déséquilibre encore plus grand. Le rythme d'assimilation du changement n'est pas le même qu'en milieu urbain. Il est plus lent, plus réfléchi, et il s'ancre dans un vécu collectif. Imposer à ces milieux des réformes conçues sans consultation ni adaptation, c'est ignorer leur capacité naturelle à évoluer à leur propre cadence. C'est aussi méconnaître le principe fondamental selon lequel toute transformation durable doit s'appuyer sur la confiance, le respect des traditions et la participation de ceux qui vivent le changement. La conséquence est visible. Au lieu de renforcer les écoles autochtones, ces nouvelles philosophies éducatives les fragilisent. Elles créent de la confusion, de la résistance, et parfois même un rejet du système scolaire lui-même. Certains enseignants, découragés, quittent le milieu. D'autres s'efforcent d'appliquer des directives qu'ils comprennent à moitié, dans un contexte où les outils et les formations ne suivent pas. Les élèves, eux, se retrouvent au cœur de ce tumulte, parfois désorientés par des méthodes d'apprentissage qui ne correspondent ni à leur culture, ni à leurs besoins réels. Si l'on souhaite redresser la situation, il faut d'abord reconnaître la valeur du savoir local et redonner une voix à ceux qui vivent l'école au quotidien. Les enseignants, les parents, les directions et les communautés elles-mêmes. Les solutions doivent venir du terrain, et non d'en haut. L'innovation doit être adaptée, contextualisée, et surtout, testée dans le respect des milieux qui la reçoivent. L'éducation ne peut pas être uniforme, car les réalités humaines ne le sont pas. Il est donc urgent de ralentir le rythme des réformes imposées et de renouer avec une éducation fondée sur la compréhension du milieu, la stabilité, et la reconnaissance du rôle fondamental des enseignants. L'école, qu'elle soit autochtone ou non, ne se reconstruit pas à coups d'idées importées ou de modèles éphémères. Elle se reconstruit à partir du réel, de la confiance et de la continuité. L'école au cœur des territoires, réflexion d'un enseignant en milieu autochtone. Introduction, apprendre autrement, vivre ensemble. Depuis plusieurs années, j'ai eu le privilège d'enseigner dans diverses communautés autochtones du Québec. Ces expériences m'ont façonné. Elles m'ont appris que l'école, loin d'être seulement un lieu de savoir, est avant tout un espace de vie, un miroir de la société et de ses forces comme de ses fragilités. Ce que j'ai observé m'a souvent inspiré, parfois inquiété,
mais toujours interpellé. Je ne parle pas ici pour juger, mais pour témoigner, pour mettre en lumière des réalités qui méritent d'être comprises et discutées avec respect. 1. L'école au milieu du changement. Dans plusieurs communautés, l'école est devenue bien plus qu'un établissement d'enseignement. C'est un carrefour où se croisent les générations, les valeurs, les cultures et les attentes. Mais ce carrefour est aujourd'hui en tension. La pénurie d'enseignants, de direction et de personnel de soutien force souvent les écoles à engager des personnes non formées selon les normes prévues par la loi. Ces décisions, bien qu'inévitables à court terme, entraînent peu à peu une dégradation de la qualité de l'enseignement et du climat scolaire. Dans certains cas, des parents sont invités à agir comme modérateurs ou accompagnateurs dans les classes. L'intention est bonne, soutenir les élèves, renforcer le lien entre l'école et la communauté. Mais dans la pratique, cela engendre souvent des malentendus et même des tensions entre familles. L'école se transforme alors en espace public où chacun se sent légitimé d'intervenir, brouillant la frontière entre le rôle éducatif et l'autorité pédagogique. Ce modèle, bien qu'issu de la bonne volonté, s'épuise vite. Il mine la motivation des enseignants, affaiblit la cohérence des apprentissages et dilue la mission première de l'école: transmettre un savoir solide, porteur de sens et d'autonomie. 2. La dérive des nouvelles stratégies. À cette réalité s'ajoute un autre phénomène: l'arrivée de nouvelles philosophies et stratégies pédagogiques, souvent importées ou imposées par des fonctionnaires éloignés du terrain. Ces approches, présentées comme novatrices, se multiplient dans le système public québécois. Elles sont parfois inspirées de modèles étrangers ou de tendances théoriques séduisantes, mais rarement adaptées au contexte autochtone. Dans les communautés où j'ai enseigné, ces innovations ont parfois semé plus de confusion que de progrès. Le rythme de changement, souvent dicté par des décideurs urbains, ne respecte pas la capacité d'adaptation locale. Là où la tradition valorise l'observation, la transmission orale et l'expérience concrète, on impose soudain des grilles d'évaluation, des compétences abstraites et des pédagogies de projets mal définies. Le résultat est un décalage profond entre la culture d'enseignement et la culture d'apprentissage. Et dans ce décalage, ce sont les jeunes qui se perdent. 3. Héritage et fracture. L'histoire du Québec, comme celle du Canada, porte la trace d'une rencontre complexe entre le spirituel et le politique. Les communautés religieuses ont joué un rôle immense dans l'édification de la Nouvelle-France. Elles ont construit des hôpitaux, fondé les premières écoles, transmis la langue et ouvert la voie à une forme d'éducation universelle. Mais cet héritage s'est aussi accompagné de blessures. L'éducation religieuse, autrefois perçue comme mission civilisatrice, a souvent déraciné les enfants autochtones de leur langue, de leur famille et de leur identité. Aujourd'hui, le Québec porte à la fois la mémoire du dévouement et celle du traumatisme. Dans les villages, cette dualité se ressent encore, le souvenir des sœurs enseignantes, mêlé à celui des pensionnats. Il ne s'agit pas d'effacer l'un ou l'autre de ces héritages, mais de les comprendre. Car sans cette compréhension, l'école moderne risque de reproduire d'autres formes d'ingérence, sous des visages plus subtils, ceux des réformes, des programmes imposés ou des modèles culturels extérieurs. 4. Repenser l'éducation à partir du territoire. Avec le temps, j'ai compris qu'aucune réforme venue de l'extérieur ne pourra jamais guérir les fractures de l'éducation autochtone. Ce renouveau doit venir de l'intérieur, du territoire, de la communauté elle-même. L'école doit redevenir un lieu enraciné, en lien avec la terre, la langue et la mémoire des ancêtres. Cela suppose de reconnaître la valeur des aînés, des chasseurs, des artisans, des conteurs, ceux qui détiennent le savoir traditionnel. Leur présence à l'école ne doit pas être symbolique, mais centrale. Enseigner aux enfants à construire un chapituan, à reconnaître les pistes d'animaux, à comprendre les cycles des saisons, c'est leur transmettre une science vivante, aussi précieuse que celle des manuels. Mais l'école doit aussi demeurer ouverte au monde. Les jeunes doivent pouvoir rêver d'université, de technologie, d'art ou de science. Le défi, c'est de créer une éducation biculturelle, où la modernité et la tradition ne s'excluent pas, mais se complètent. 5. Les enseignants au cœur du renouveau. Un système éducatif n'est jamais plus fort que ceux qui le portent. Former et soutenir les enseignants, autochtones et non autochtones, est donc essentiel. Il faut leur offrir des outils, mais aussi une compréhension culturelle profonde. Un enseignant qui arrive dans une communauté avec humilité, prêt à apprendre autant qu'à enseigner, devient un véritable pont entre deux mondes. De même, un enseignant issu de la communauté, appuyé par une formation adaptée, peut faire éclore une génération fière et compétente. Les écoles devraient devenir des lieux de coformation, où l'on apprend ensemble à bâtir un modèle éducatif cohérent avec les valeurs locales, sans renoncer aux exigences de la réussite scolaire.
6. Vers une éducation qui guérit. L'éducation, dans les communautés autochtones, porte encore le poids du passé. Pour plusieurs familles, elle évoque la perte, la peur, parfois la honte. Pour guérir, il faut redonner à l'école un visage bienveillant, communautaire et inclusif. Cela ne se fera pas par décret, mais par confiance. En valorisant la langue, les coutumes et le savoir du territoire, l'école redeviendra un lieu d'appartenance. Lorsque l'élève sent que son histoire et celle de sa communauté ont leur place dans les murs de son école, il retrouve le goût d'apprendre. Et c'est là, dans ce moment de réconciliation intime entre l'enfant et son école, que renaît l'espérance. Conclusion, marcher côte à côte. Je ne prétends pas détenir les solutions. Je parle comme témoin, comme enseignant, comme observateur du quotidien. Ce que je crois profondément, c'est qu'il faut cesser de penser l'éducation comme un modèle à imposer, mais comme une rencontre à construire. Les communautés autochtones du Québec possèdent déjà les clés de leur renouveau éducatif. Elles résident dans la mémoire, la solidarité et la fierté. L'avenir de leurs écoles se dessinera non dans les bureaux de la capitale, mais dans les classes, les chaputouans, les forêts et les regards des enfants. Quand la sagesse ancienne et le savoir moderne marcheront côte à côte, alors l'école redeviendra ce qu'elle aurait toujours dû être. Un lieu où l'on apprend à comprendre le monde, à s'y reconnaître et à y prendre racine.